Décryptage des rencontres de la 4e journée de la Ligue européenne des champions. Cristiano Ronaldo, dans son jardin buteur pour la première fois en C1 avec la Juve, n'a pu empêcher la défaite face à Manchester United de José Mourinho. Marseille prend déjà la porte en Ligue Europa, grosse désillusion pour le finaliste de l'an dernier. Ce sont les sujets de la première partie. La deuxième déroule le tapis rouge au majeur derby de Manchester en Première Ligue, choc en Serie A et en Liga espagnole. Dit classiquaire en Bundesliga, Monaco, dans un tourbillon de défaites, reçoit le Paris Saint-Germain en Ligue Conforama. Pour discuter de tous ces sujets, ils sont déjà en place, les spécialistes. Salut Fifi Asogbavi. Salut Angelo, je salue les spécialistes. Je n'oublie pas nos amis câblés en ce moment à la maison de l'eau en train de couper. Et même dans les taxis. Hein. Même dans les taxis. Romeo Yetor, buenos dias. Buenos dias Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Fong Nunyama, guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour le plateau. Et puis voilà, et nous attendons en studio Armel Ouaba, bien évidemment. Oui, l'autre équipe également, elle est technique à la fois, réalisation vidéo, c'est Elom Adobon, à la mise en onde, c'est Gildas Caboret. Bonjour à toutes et à tous, PFE 516, en direct du studio Maïsan Niamey sur Sport FM, décollage immédiat. Cette mélodie, elle est tout simplement exceptionnelle à entendre, c'est un pur bonheur dans les oreilles. Oui, elle a bien résonné mardi et mercredi dernier. On va s'intéresser au match du groupe A, B, C et D. Nous commençons avec la poule A, Monaco qui a été corrigé, douché à domicile 4-0 par le FC Bruges. Et puis l'Atlético qui tient sa revanche 2-0 face au Borussia Dortmund. Fifi Asogbavi. Puis Monaco, on dirait que Monaco n'existe pratiquement plus parce que face à ce même club 2 semaines plus tôt, les Monégasques avaient fait un match nul à l'extérieur. On se disait qu'ils sont en train de revenir. On s'attendait plus de la part de Monaco pour ce match retour là, mais 4-0 à domicile. Non, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Ce club est totalement en lambeaux maintenant. Est-ce que Thierry Henry arrivera à relever le défi? Et c'est la question qu'il faut se poser maintenant. Une chose est sûre, Monaco est pratiquement éliminé de cette Ligue des Champions. Maintenant, il y a encore un autre grand rendez-vous ce week-end face au Paris Saint-Germain. Ce sera encore compliqué. Et voilà ce qu'on peut dire sur ce match de Monaco. Et Atlético, on ne s'entendait pas à une puissante défaite de l'Atlético en Allemagne il y a 2 semaines. 4-0 c'était trop. On pouvait s'attendre peut-être à une défaite, mais 4 buts à 0, on ne s'y attendait pas. Atlético a relevé le niveau, a relevé la tête un petit peu en dominant un match retour 2 buts à 0. Et je crois que sur ce point-là, Atlético a bien réagi. Vos réactions, chers spécialistes Franck et Roméo, par rapport à cette désillusion de Monaco et de Thierry Henry? Je pense que Monaco, on le savait depuis que cette équipe est en crise. Et voilà, cette défaite à domicile prouve à suffisance que Monaco, cette saison, n'est pas du tout en forme. Je ne sais pas si Thierry Henry va terminer la saison avec les Monégasques. Il est venu pour 3 ans, Roméo. Oui, je ne refuse pas, mais avec cette défaite à répétition, je pense qu'aucun entraîneur n'aimerait être à sa place actuellement parce que il ne va pas dormir du tout. À chaque fois, il va penser à ce qui peut arriver. Le mieux, c'est de quitter le club parce que avec les joueurs qu'il a, avec la forme actuelle de Monaco, c'est difficile de pouvoir redresser cette équipe
dans cette condition-là. Et quand on prend Atlético Madrid, je pense que c'est une très belle réaction des Colchoneros, battus à l'aller 4-0. Et à domicile, on se réveille et puis on marque 2 buts, même si ça ne fait pas 4. L'essentiel, c'est la victoire. Et ça relance complètement les Colchoneros. Mais ce n'est pas qu'une défaite, ce n'est pas qu'une défaite pour Monaco. Oui. C'est une déroute, c'est un désastre. Vous l'aviez vu d'avance. Hein. C'est un désastre qui s'abat sur le club monégasque. 4-0 devant Bruges. Qui n'a aucun vécu quand même. Hein. Aucun vécu, aucune expérience, aucune référence. 4-0 à la maison, Fifi l'a dit, c'est un club qui a complètement disparu. Monaco n'a plus rien à montrer et ça s'est vu la dernière fois, déjà d'ailleurs éliminé. Donc je pense que Thierry Henry n'a pas mesuré le pour et le contre avant d'accepter. Il savait qu'il venait à Monaco. Il a refusé l'offre de Bordeaux parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à Monaco. Mais c'était trop difficile. Pour relever un tel défi, il faut un entraîneur qui a du vécu, qui a de l'expérience pour pouvoir faire remonter Monaco. Maintenant, c'est très compliqué pour lui en tant que champion du monde et vivre une telle situation. On sait que c'est le foot, mais c'est dommage pour lui. Et on craint le pire, c'est-à-dire qu'il pourrait laisser le bateau parce que là, il n'a plus de solution. Et le contrat dans tout ça? Mais bon, après, ils vont gérer. Ils vont gérer dans tout ça le président Ribolovlev qui a été, on va dire, arrêté, entre griffes, pour son autre passion, c'est-à-dire les tableaux. Voilà, donc je crois qu'il y a tellement de problèmes par rapport à ça, je ne sais même plus ce qu'il faut dire. Une telle série pour Monaco, ça fait 60 ans qu'ils n'ont plus connu ça. Donc je pense que c'est quand même lamentable, malheureux pour Thierry Henry surtout. En tout cas, beaucoup de courage. Et puis ce match de l'Atlético, je crois que c'est une très belle réaction. 4-0 à l'aller, ils ont su quand même corriger cet affront-là et pour dire tout simplement, oui, nous existons. Nous sommes quand même une équipe, on ne veut pas se laisser faire. C'est un message. La finale se joue chez nous. Justement, c'est un message tout simplement. Le groupe B avec la belle réaction de l'Inter, un but partout parce que l'Inter a dû arracher ce match nul face au Barça et puis Tottenham qui se réveille enfin face au PSV Eindhoven. Je pense que le Barça sans merci, pour l'instant, se comporte bien. Premier club qualifié pour la suite de la compétition et c'est à l'extérieur chez Inter Milan. Même si le Barça a dominé donc les Italiens, au final c'est un score de pareil qu'un but partout. On a vu que Malcolm, qui n'est pas aussi trop utilisé en championnat, il a prouvé et il a confirmé sa titularisation avec les Barcelonais. C'est lui qui a ouvert le score avant l'égalisation de Mauro Icardi. Je crois que Barça, clopin est en train d'aller pas à pas et puis c'est une équipe cette saison qui ne fait pas trop de bruit mais qui rassure et quand on arrive à se qualifier très tôt comme ça, ça donne beaucoup plus de confiance aux joueurs. Maintenant quand on prend Tottenham, je crois que c'est une victoire qui arrive à un moment où on se croyait, ou bien on croyait les Spurs abdiquer, mais attention, c'est une très belle réaction pour les Spurs et cette victoire va relancer un peu le débat pour ce qui concerne le deuxième billet qualificatif. Mais Tottenham est bien parti quand même. Vous le dites si bien, billet qualificatif pour cette deuxième place entre l'Inter et Tottenham Hotspurs. Ça fait 7 points pour l'Inter et 4 unités pour les Spurs. Le groupe C, Fifi Asogbavi, la dernière fois vous l'aviez dit en avant-match, que Liverpool devrait prendre les points face à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était le contraire. C'était le contraire. C'était une surprise d'ailleurs. Voilà. De voir Liverpool perdre 2-0. C'est vrai, c'était à l'extérieur, mais devant l'Étoile Rouge de Belgrade, on attendait plus de la part de Liverpool qui relance totalement ce groupe-là. Parce que Paris ayant fait match nul également à l'extérieur peut encore rêver de cette deuxième place-là, ou bien même de cette première place, en cas de victoire, par exemple, face à Liverpool pour le prochain match. Donc pour moi, c'est une contre-performance. C'est une contre-performance de Liverpool. Franchement, il faut le dire, une équipe comme Liverpool ne pouvait pas perdre 2-0 devant l'Étoile de Belgrade. Parce que là, Naples allait quand même faire match nul. Exact. Et c'est ce que je n'ai pas compris la dernière fois. Et curieusement, dans ce groupe totalement relancé, Naples a 6 points, 6 unités également pour Liverpool, 5 pour le Paris Saint-Germain et 4 pour l'Étoile Rouge de Belgrade. On disait la dernière fois que l'Étoile Rouge était quasiment éliminée. Justement. Là, l'Étoile Rouge, ce n'est plus le cas.
peut prétendre à une deuxième place dans ce groupe-là. Et même peut rêver même à l'Europe. Donc attention également au Paris Saint-Germain qui avait l'occasion d'avoir une victoire à l'extérieur. Et comme toujours, le Paris Saint-Germain, après avoir ouvert le score, on a vu après une deuxième période totalement ratée de la part des Parisiens. C'était la même chose face à Liverpool, où ils arrivent à revenir dans la partie. Et après, il y a quelques minutes d'hésitation. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à ce que Liverpool ne marque encore ce troisième but-là. Donc, il y a toujours un problème au niveau du Paris Saint-Germain qui ne sait pas voyager, surtout face aux gros qui sont en face. Qui ont le même niveau. En tout cas, le groupe le plus indécis de cette Ligue des Champions. Tous les 4 clubs peuvent prétendre encore se qualifier pour la suite. Lorsque vous voyez un peu Naples, 6 points, Liverpool, 6 points, Paris Saint-Germain, 5, Étoile Rouge de Belgrade, 4. Il reste 2 matchs, donc 6 points à prendre. Ça veut dire que tout le monde peut prétendre aller de l'avant. Et attention, attention surtout à la prochaine journée où le Paris Saint-Germain reçoit Liverpool. Ça va se jouer à ce niveau. Et la dernière journée, Paris va à Belgrade. Justement, ce n'est pas gagné d'avance. On prétendait même, ou bien on annonçait le Paris Saint-Germain à Ligue Europa. Attention, on peut être dehors. Donc Paris est prévenu. Le groupe D très très ouvert comme son accoutumé. Il y a le Porto qui dirige les débats avec 10 points. Chacun est derrière avec unité. 4 pour Galatasaray, Porto qui a écrasé le Lokomotiv Moscou 4 buts à 1. Et puis victoire de Schalke 2-0 face à Galatasaray. On va s'intéresser au groupe E avec le Bayern qui gagne 2-0 face à l'AEK Athènes et puis 1 but partout entre le Benfica et l'Ajax d'Amsterdam. Franck Lunyama. Oui, il fallait réagir, il fallait quand même faire respecter son statut. Je crois que c'est ce que le Bayern a essayé de faire avec cette victoire de 2-0 devant l'AEK qui fait partie quand même des outsiders, des petits de ce groupe. Pour l'instant 0 points, comme le Lokomotiv Moscou. Voilà, donc il n'y avait pas trop de surprises en ça. Donc le Bayern a fait le jeu, a fait ce qu'il fallait. Et puis Benfica qui n'a pu dominer l'Ajax un partout. Donc voilà, ça permet quand même au Bayern de diriger les débats avec, je pense, 10 points. Oui, tout à fait. Derrière l'Ajax, maintenant la prochaine journée. C'est clair, les dés sont jetés à ce niveau. Oui, je peux Bayern, dire. Ajax pour les huitièmes. Bon, mais attention à l'Ajax. Je pense que le Bayern ne fera pas de faux pas et le Bayern va se qualifier. Mais pour le deuxième ticket, il faut que l'Ajax se tienne très bien parce qu'à 4 points, Benfica peut quand même arriver à faire quelque chose, à jouer peut-être les troubles faits. Mais la prochaine journée, il y a un déplacement pour l'Ajax sur le terrain de l'AEK. Il fallait prendre au moins un point à ce niveau pour éviter peut-être les surprises. Et surtout surprise, pas de surprise dans le match City-Shakhtar Donetsk, 6 buts à rien. Et puis Lyon, oh là là, Lyon qui se fait encore rattraper dans un match où les Gones menaient 2-0. C'est le problème des clubs français, on le disait. Mentalement, ces équipes ne sont pas bien préparées parce que Lyon qui menait 2-0 se peut rattraper. Je crois que c'est 2 points précieux perdus par les Lyonnais parce que ce match nul à domicile pourrait compromettre les chances de qualification des Lyonnais, même si actuellement ils sont toujours en course. Et ça va être un peu compliqué. Mener se faire rattraper 2-0, 2 buts partout. On se souvient lors de la dernière journée en championnat aussi, c'était un match complètement raté pour les Lyonnais. Pourtant, c'est une équipe qui propose un très bon fond de jeu, mais ces 2 dernières sorties pour les Lyonnais, ça ne rassure pas. Et il y a eu un fait dans ce match City-Shakhtar Donetsk, le penalty accordé à Raheem Sterling. Il s'est planté le pied dans le gazon, mais l'arbitre a accordé le penalty. Quel est votre commentaire là-dessus? Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de vigilance à ce niveau parce qu'il y avait quand même un arbitre sur la ligne de but et qui pouvait voir clairement que le joueur n'a nullement été touché. Et voilà, qui tombe comme ça. J'ai vu l'image, j'ai tiqué, ce n'est pas possible. Donc, l'arbitre peut-être, parce que on va dire dans l'angle de jeu, peut ne pas voir clairement ce qui se passe, mais l'arbitre de ligne. À quoi il sert alors? À quoi il sert? L'arbitre de ligne a le droit de. Ben oui, il participe. Oui, mais c'est justement le jeu. Oui, il fait partie du quintet. Je pense aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est là et c'est lui qui devrait voir ça parce que il n'a nullement été touché. Je ne sais pas s'il a fait exprès
où il a piégé l'arbitre peut-être parce qu'on ne comprend pas comment on veut taper le ballon et puis on plante le pied dans le gazon sans. Mais c'est quand même dommage. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de vigilance à demander aux arbitres. Et surtout la vidéo, non? Et la Qu'est-ce vidéo. que vous en pensez en Ligue des Champions? Pour l'instant, ça n'existe pas. Hein. Je pense que la vidéo a aussi révélé des erreurs, des limites. Mais sur ces genres d'actions, on voit quand même que c'est une évidence. C'est important de pouvoir faire les choses comme cela. Moi, je me demande si l'arbitre de ligne là a le droit de faire ses remarques parce que on nous avait dit que l'arbitre de ligne, elle a pouvoir réellement si la balle a franchi la ligne. Et surtout qu'il agit sur tout ce qui se passe dans la surface de réparation. C'est dans sa zone. C'est dans sa zone, justement. On lui paye également des billets d'avion pour venir dans des matchs comme ça. Justement. Ah oui, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux de voir ça. C'est inadmissible. Il y avait une mauvaise concentration. L'arbitre n'était pas du tout concentré sur son match et il n'a pas vu réellement ce qui s'est passé. Et Sterling, ne devrait-il pas être un peu honnête en reconnaissant ils sont rares ces joueurs qu'il n'y avait pas faute sur lui? L'arbitre a déjà sifflé, même après s'il fait une sortie pour dire qu'il n'y avait pas faute, l'arbitre a déjà... Je pense qu'il y a un joueur qui l'a déjà fait. Robbie Fowler. Il est resté dans la légende. Et l'arbitre a dit oui, ok, donc... Et il a tiré, il a raté son pénalty. Justement. Mais bon, là, il a fait sciemment, mais l'arbitre a déjà pris sa décision. D'accord. Voilà. Donc il fallait s'en tenir. Et dans ce groupe F, c'est City qui mène les débats. 9 points, 6 unités pour l'Olympique Lyonnais, 3 pour Offenheim de Julian Nagelsmann et puis Shakhtar Donetsk. Aïe, curieusement, cette année, ça ne va pas du tout pour les Ukrainiens. Bon dernier avec 2 points. On va s'intéresser au groupe du triple tenant du titre, la Manita pour le Real Madrid face à Pilsen. Et puis l'AS Rome qui bat 2-1 CSKA Moscou. Fifi, ça ne vous enchante pas, on dirait, cette victoire du Real Madrid? Non, bon, le Real revient quand même. Hein. Ça fait un moment, on n'a plus vu le Real inscrit 5 comme ça. Depuis l'arrivée de Solari, le Real est en train de renaître. Maintenant, on attend le Real sur des matchs encore plus chauds, plus relevés. Et pour le moment, c'était... comment on appelle le club déjà? Victoria Pilsen. Victoria Pilsen, c'était Victoria Pilsen et c'était en déplacement. Oui, justement. Donc c'est quand même une bonne chose, c'est bon pour le moral du groupe de revenir comme ça. Maintenant on attend le Real de Solari dans des matchs plus difficiles. Et dans ce groupe-là, il y a le Real qui a 9 points, 9 unités également pour l'AS Rome, le CSKA a 4 points. 1 point pour la formation du Victoria Pilsen. Nous finissons avec ce match, très attendu du côté du stadium de la Juventus où les Bianconeri ont accueilli Manchester United de José Mourinho. Le premier but de Cristiano Ronaldo sous les couleurs noires et blanches de la Juve. Justement, Franck Lunyama, ce long ballon de Bonucci dans la course de Cristiano Ronaldo, sans hésiter, il met le ballon au fond des filets. Ouais, ça veut dire tout simplement que c'est un buteur, c'est un grand joueur. Parce que un tel ballon qui vient, on va dire en profondeur, qui surplombe un peu le défenseur mancunien et qui vient dans les pieds de Cristiano Ronaldo, il fallait être prêt. Il fallait avoir une dimension technique au-dessus de la moyenne pour placer un tel ballon hors de portée du gardien. Il a réalisé, je crois que ça fait encore le tour du monde. C'était bien pour lui quand même de se signaler comme ça pour la première en Ligue des Champions avec les Bianconeri. Donc je pense finalement que ça a été dans l'ensemble un très bon match. Surtout pour Manchester United qui revient. Et Mourinho enterré en début de saison, mais qui essaie quand même de se sortir de ces situations difficiles. Et on l'a vu sur le match, il a chambré le public turinois et ça a fait encore débat. C'est ce qu'il aime, il aime le buzz. C'est Mourinho. Comment vous avez apprécié la célébration de Cristiano Ronaldo? Vous avez vu ça? Oui, il a montré ses chocolats, ses paquets de chocolat et pour dire c'est la puissance. C'est ça. Je suis le maître en fait. Voilà. Donc on ne peut pas empêcher un joueur de célébrer son but, mais je pense qu'il pouvait un peu, on va dire, alléger un peu sa célébration. C'est quand même son ancien club. Donc je pense que ça a fait un peu mal au Mancunien. C'est vrai. Donc je pense qu'il a exagéré entre griffes. Mais bon, tout le monde est libre. Il sait que c'est son ancien club, mais il a célébré. Bon,
Je crois qu'on va laisser tout ça à son appréciation. Maintenant, après, il y a eu cette histoire entre les joueurs et Mourinho. Mourinho dit avoir été hué, tout durant tout le match. Et lui, il a fait seulement ce geste qu'il veut mieux entendre et on dit qu'il a embêté. Donc, je pense que ça ne doit surprendre personne, c'est du Mourinho. Tout simplement. Romain Yetor. Oui, concernant le but de Cristiano Ronaldo, c'est un très joli but, c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre de la part du Portugais. À votre niveau, la passe, la réalisation, qu'est-ce que vous préférez entre les deux? La passe aussi, parce que c'est donné dans le bon tempo. Oui. Et puis la reprise de Cristiano Ronaldo, il faut être vraiment un vrai buteur pour pouvoir réaliser un tel but, parce que le ballon est donné dans le dos. Oui. Il n'a même pas eu le temps de contrôler le ballon. En même temps, en pleine course, il envoie le ballon dans les filets. Il a déjà regardé la position du gardien avant l'arrivée du ballon. Ça, c'est impressionnant. Je crois que c'est une légende vivante du football. Cristiano Ronaldo, maintenant, en ce qui concerne la célébration, c'est son premier but donc en Ligue des Champions, et aussi c'est face à Manchester United. Bon, il était hors de lui, donc il ne savait pas ce qu'il faisait pratiquement. Donc il a célébré ce but. Maintenant, c'est la réaction de Manchester United. Je l'avais dit le vendredi dernier que Manchester peut jouer un sale coup à la Juve, parce qu'une équipe qui accepte souffrir, qui ne propose pas du jeu, c'est une équipe dangereuse. Et sur 2 matchs, deux coups francs, Manchester United a marqué ses 2 buts et puis c'est terminé. Je crois que la Juve peut regretter ces nombreuses occasions vendangées. Quadrado avec des passes de but qu'il met au-dessus de la barre transversale. Il y a également Dybala, c'est ballon repoussé par le poteau. C'était une journée, on peut dire, sans réussite pour la Juve, parce que les meilleures occasions de but, c'est pour la Juve. Et Manchester United qui a attendu le bon moment avec les 2 changements de José Mourinho, on marque 2 buts et on gagne le match. Bravo donc au Red Devils. Et surtout bravo à Cristiano Ronaldo qui s'est signalé grâce à ce but fantastique. Je pense que ça va encore peser lourd dans la balance du Ballon d'Or. Ah oui, c'est ça. Cristiano Ronaldo quand il fait tourner la tête à tous nos confrères commentateurs. Fifi, on va terminer sur cette victoire de Manchester United. C'est vrai qu'il se relance dans ce groupe avec 7 points désormais à 2 unités de la Juve. Oui, c'est une belle réaction également. On savait que Manchester a été battu à domicile par la Juventus. Oui. Et puis Manchester passe par un moment difficile, on peut qualifier de difficile en première ligue. Il fallait réagir. Manchester United a su réagir avec José Mourinho. C'est la force également de José Mourinho qui sait préparer ses matchs, il sait jouer face à l'adversaire. On a vu, il a fait rentrer Mata. Il marque marque un but bien, et le second c'est un but contre son camp. Oui. Et ça c'est la force quand même d'un bon entraîneur. Ça montre que quoi qu'on dise, José Mourinho est un bon entraîneur. Au match aller, il a su préparer son équipe face à cette équipe de la Juve, ce match retour là, c'est bon pour le moral. Mais maintenant on parlera également de la première ligue après, parce qu'il y a justement un gros match ce week-end entre les frères ennemis. Et dans ce même groupe, Valence qui s'est imposé 3-1 au Mestalla face aux Young Boys de Berne qui sont toujours très très jeunes dans cette compétition. Alors la Juve est première avec 9 points, 7 unités pour Manchester United, 5 pour Valence et 1 petit point pour Young Boys de Berne. La prochaine journée, ce serait dans les semaines à venir. On va remonter le générique PFE et nous parlons de la Ligue Europa. Nous enchaînons avec la Ligue Europa. Franck Munyama, désillusion totale pour l'Olympique de Marseille, finaliste de cette compétition la saison dernière et éliminé dès les phases de groupe. Jusqu'à cet instant précis, on se demande qu'est-ce que c'est que cet Olympique de Marseille. Vraiment, on ne peut pas comprendre lorsqu'on est finaliste la saison dernière. Et que dans un groupe où il y a juste Francfort, Limassol, Lazio, on ne peut pas passer. Donc Marseille n'a pas d'équipe. Marseille n'a pas de collectif pour prétendre jouer d'abord en Ligue 1, ça se fait voir, et puis sur l'échiquier européen. Donc je pense que c'est une, j'allais dire, honte. Finalement, le mot n'est pas trop fort pour la direction sportive. Rudy Garcia qui a même prolongé. Le président. Oui, le président avec leur Champion Project. Pour l'instant, c'est à l'eau, ça ne donne rien. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux et pour voir un peu ce qu'on a fait venir.
pour les faire repartir parce qu'ils ne donnent rien à l'Olympique de Marseille. Hier, par exemple, il a ressorti des joueurs du banc qui n'ont rien donné. Le Camerounais, par exemple, qui a fait, on va dire, un cheveu extravagant, mais qui sur le terrain a été nul. Je pense que les Tchalitachars, tout ce groupe, vous êtes tous contre, tout ce groupe ne donne rien à Marseille, à part quelques joueurs qui ont montré qu'ils ont le niveau. Oui. Donc je pense qu'il faut revoir ce projet-là, sinon pour l'instant il est à l'eau. Roméo? Moi, je me pose des questions sur le niveau même de la Ligue 1 parce que les clubs français, cette saison, dans les compétitions européennes, c'est compliqué. Hein. Ils n'arrivent pas à convaincre. On voit des équipes françaises face aux autres qui n'ont pas un championnat aussi huppé, mais qui arrivent à tenir bon. Ça fait réfléchir. Et je pense que Marseille, cette année, va se concentrer sur la Ligue 1, fait tout pour être parmi les clubs qui vont disputer des coupes européennes la saison prochaine. Sinon, je pense que cette année, en Ligue Europa, Marseille a complètement raté sa saison. Et en Ligue 1 également, c'est un peu compliqué pour les Phocéens, même s'il n'y a pas encore danger. Rodi qui pense que cette élimination, ça va faire du bien à son club. On espère qu'à la fin de la saison, Marseille sera sur le podium. À part Marseille, il y a Rennes et Bordeaux également qui sont pratiquement au bord de l'élimination. Qu'est-ce qui se passe avec cette Ligue 1, Fifi? Roméo vient de le dire, c'est le niveau même de la Ligue 1. Moi, je dis, il y a certains clubs qui ne font pas du bien à la Ligue 1. D'accord. Même pas ils ne font pas du bien au Paris Saint-Germain. Ce sont les joueurs qui n'ont pas le niveau ou les entraîneurs ou c'est le problème se situe à quel niveau? Il y a un problème de casting, de recrutement, tout ça, et d'ambition et de vision également au niveau de la tête de ces clubs-là. Quand vous prenez un club comme Marseille, tout le temps, pris sur tous les toits, nous avons la seule coupe. La seule étoile sur le maillot. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Mais maintenant et après, ça fait pratiquement combien d'années? Plus de 15 ans maintenant qu'on a eu l'étoile là. Et maintenant on ne fait rien. Ce sont des clubs qui ne font pas du bien à la Ligue 1 parce que Marseille, moi je prends des clubs comme Marseille, Lyon, Monaco, Saint-Etienne, ce sont des clubs qui ont du vécu, qui ont du nom. Normalement, si ces clubs-là avaient une bonne vision, avaient des objectifs pour cette Ligue 1 là, et font de bons recrutements, mettent de l'argent et ont de bons joueurs, ça va relever le niveau de la Ligue 1. Ça va permettre à ces clubs qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions soit de pouvoir bien figurer. Et même le Paris Saint-Germain, parce que ces clubs, le Paris Saint-Germain règne dans ce championnat. Parce que le Paris Saint-Germain a beaucoup d'argent avec QSI. Maintenant, le Paris Saint-Germain dans ce championnat joue comme des petits clubs. Moi, je dis des petits clubs. Et pense dans sa tête déjà qu'il est un grand club. Quand il se retrouve en Europe, on voit tous les problèmes du Paris Saint-Germain. Si ces autres clubs-là avaient les mêmes ambitions, par exemple comme le Paris Saint-Germain, et relevaient le niveau de leur club, les dirigeants, je vais parler des dirigeants, des ambitions, relever le niveau de leur club, ça va permettre à tous les clubs de la Ligue 1 qualifiés pour les coupes européennes d'avoir du challenge à la Ligue 1, de bien jouer cette Ligue 1 là et de se retrouver en Coupe européenne plus nantis, plus à l'aise. C'est ce que moi je pense. Et donc la Ligue 1 même, il faut revoir tout ça, il faut revoir l'ambition. C'est tout le système qui est remis en cause. Oui, il faut revoir l'ambition même des responsables. On parle de Monaco qui chaque année vend des joueurs à coups de millions, qui a du mal à acheter des bons joueurs, et derrière on ne voit rien. Marseille, on dit Strootman, qui connaissait vraiment Strootman avant son arrivée. On parle de ce joueur, il vient, on ne voit rien. Lyon, regardez, aujourd'hui, Lyon joue bien, demain Lyon ne joue pas bien. C'est la même chose, Rennes, Bordeaux, qui pratiquement n'ont rien gagné cette saison en Europe. Il faut revoir même le fonctionnement de cette Ligue. En tout cas, c'est un véritable coup de gueule que vous poussez à l'endroit de cette Ligue 1, dénommée aujourd'hui la Ligue des Talents. Donc, on verra. Et curieusement, sur les statistiques, c'est seulement 5 points pris sur 36 possible pour les clubs français dans cette Ligue Europa. C'est quand même c'est qu'ils vendent rapidement leurs talents. Il y a des talents. Oui, justement. C'est aussi une saison, c'est fini, les talents s'en vont. Ça doit être une politique au niveau même de la Ligue professionnelle. Est-ce que c'est pas parce que aussi les clubs par moment souffrent de finances et donc on doit vendre des joueurs pour quand même avoir une certaine assise financière? Il faut aussi comprendre que le football aujourd'hui, c'est une question de business. On veut avoir beaucoup d'argent.
Mais on ne met pas, on va dire, les garde-fous pour se donner les moyens de grandir, par exemple. Regardez Monaco il y a 2 ans, avec l'Mbappé, avec ils étaient en demi-finale de la Ligue européenne des champions. Et 2 ans plus tard, le club qui disparaît dès le premier tour de la Ligue. Ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Il faut une certaine stabilité au niveau de l'effectif des clubs qui évoluent en Ligue 1. Les grands joueurs, il faut pouvoir les garder pour donner, on va dire, un niveau, ou bien pour donner le niveau championnat qu'est la Ligue Conforama que nous aimons tant. Et dans cette Ligue Europa, on a déjà des clubs qualifiés pour la suite de la compétition comme Chelsea, Dynamo Zagreb, Salzbourg, Arsenal. Bon, la Lazio Rome, on attend de voir. Oui, Arsenal est très attendu au niveau de cette Ligue Europa avec Unai Emery et ses joueurs. Donc voilà qui est dit. On va fermer la fenêtre des coupes européennes et désormais nous parlons des majeurs. English Premier League News. Et nous évoquons le championnat d'Angleterre avec ce choc, oui, ce derby de Manchester entre City et United. Pep Guardiola face à José Mourinho. Ah, ça, c'est un gros match en perspective. Hein. Oui, entre 2 entraîneurs qui se connaissent si bien, pratiquement. Les deux meilleurs amis au monde. Je pense que c'est un match qu'il faut suivre. Qu'il faut suivre surtout cette belle victoire de Manchester United chez la Juve. Ça va booster le moral des joueurs. Manchester City qui n'a pas souffert en mettant 6 buts à 0. C'est le leader de la Première Ligue. Manchester United également qui doit limiter peut-être les dégâts. Il ne faut pas perdre. S'il faut perdre, il faut perdre dans la dignité. Manchester United doit bousculer Manchester City. On sait que quand on laisse l'initiative du jeu aux Citizens, ils sont très dangereux. Mais quand vous les dépossédez du ballon, ils sont en difficulté. Donc Manchester United ne doit pas laisser le ballon à Manchester City. Il faut jouer, même si on sait que les rapports de force ne sont pas les mêmes, mais il faut oser. Fifi, pour vous, combien de pourcentage de victoire pour United face à City? Il peut faire également un hold-up? C'est possible. Bon, ce n'est pas impossible en football. Et quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours en Ligue européenne des champions, on peut se dire que c'est possible. Parce que United face à Chelsea, c'est quand même un match nul. C'était un lourd. C'est un lourd de la Première Ligue. Mais Manchester a quand même dominé, a mené jusqu'à pratiquement les arrêts de jeu. Et donc c'est possible de faire un coup à City. Mais quand vous prenez un peu les confrontations depuis quelques années, et ces confrontations sont à l'avantage de City. Et puis quand vous prenez la forme de City cette saison, c'est 3-0, 5-0, 6-0, 5-0. Ça fait peur quand même. On peut se dire que City a l'avantage des pronostics. City est favori. Mais Manchester United avec José Mourinho peut jouer un sale tour. Oui, entre ces deux équipes, il y a 9 points d'écart. Bon, si par exemple United gagne, elle peut remonter quand même au classement. Oui, je pense que c'est un match important pour les Red Devils, surtout lorsqu'on voit un peu ce qu'ils arrivent à réaliser sur cette dernière semaine en championnat. Ils arrivent quand même à gagner, même si c'est dans la douleur. Ils arrivent quand même à faire la différence et à prendre 3 points. Ce sont des... Ils ont du caractère? Oui, on peut le dire. Ce sont des genres de matchs qui intéressent José Mourinho. Tout le monde l'enterre avant le match et après il surgit et il prend les points. Et vous ferme le clapet. Hein. Comme la dernière fois face à la Juve, tout le monde a dit oui, non, c'est une défaite promise. C'est Gidas qui est content de l'autre côté. C'est une défaite promise pour Manchester United et il a réagi. Donc je pense que sur le papier, rien à dire. Avec les Sterling, avec les Bernardo Silva, avec... tous ces joueurs David Silva dont disposent les Citizens, on se dit qu'ils peuvent faire la différence. Mais attention à Antonio Martial qui est en forme. Attention à Jesse Lingard. Attention à Rashford qui peuvent tenir la comparaison. Donc je pense que c'est un match à suivre et Pep Guardiola doit faire très attention à son meilleur ennemi. Vous le dites si bien, il y a d'autres matchs également pour cette 12e journée de Première Ligue anglaise. On va suivre Newcastle Bournemouth, Liverpool qui va accueillir Fulham, Chelsea face à Everton, Arsenal qui joue face à Wolverhampton. Et c'est fini pour la Première Ligue, direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, gana la primera, gol. En Liga Española, Roméo, il y a également un gros choc qui nous attend.
Oui, un gros choc. Peut-être on peut parler de Barça Betis Séville. Et si on sait que Barça a déjà battu le FC Séville 3-0, Oui. on attend justement la réaction des Barcelonais. Je ne sais pas si Messi sera de la partie. On verra bien si l'Argentin va revenir dans l'effectif catalan. On va suivre également de près cette sortie du Real Madrid chez Celta Vigo. Oui. On sait qu'avec le nouvel entraîneur, c'est 3 victoires de rang, toutes compétitions confondues. On verra bien si les Madrilènes vont rester dans cette dynamique, même si on sait qu'en Liga c'est un peu compliqué pour les Madrilènes. Oui. La dernière victoire, ça a été vraiment possible pour les Madrilènes. Atlético Madrid aussi reçoit Athletic Bilbao, le choc des Athlétiques. Sauf que Bilbao est en méforme. Oui, est en méforme, mais peut-être le réveil peut passer par là. Pourquoi pas. Retafe reçoit Valence, Valladolid. Ça aussi c'est un match. Oui, c'est un match intéressant pour Retafe. Valladolid contre Eibar. Déjà ce soir, les 22 jouent contre la Real Sociedad. On aura également FC Séville contre Espanyol Barcelone. Ça c'est le 3e contre le 2e. Justement, oui. Rayo Vallecano joue contre Villarreal. Et voilà qui est dit en ce qui concerne la Liga espagnole. Le FC Séville au Sanchez Pizjuán accueille l'Espagnol Barcelone. Curieux 2e de Liga espagnole. Oui, on peut dire peut-être qu'on va assister à un renouveau du côté de ce championnat des étoiles. On attend de voir. Pourquoi pas. Et on va aller de l'autre côté. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Comment on se retrouve? Et on sera face à face. Il s'agit du classiqueur entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Oui, on parle de la 11e journée en Bundesliga d'Allemagne. C'est ce match qui sera l'attraction de cette journée de championnat en Allemagne. Et bien, le Borussia Dortmund, très en forme, qui est d'ailleurs le leader, qui reçoit, on va dire, le Bayern de Munich. Il y a 4 points de différence entre les deux clubs. Oui. Donc, vous voyez un peu, une victoire du Bayern rapprocherait dangereusement le Bayern du Borussia. Ce que ne veut surtout pas Lucien Favre et ses hommes, creuser l'écart tout de suite. Mais lorsque vous faites un peu les comptes depuis 2008, c'est le Bayern qui mène la danse. Il y a 21 matchs, 11 victoires pour, on va dire, le Bayern, 4 nuls et puis 6 petites victoires pour le Borussia Dortmund. Et puis la dernière a quand même secoué le Borussia Dortmund, une victoire de 6-0, s'il vous plaît, en mars dernier. C'était une fessée. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à faire avec cette équipe-là et celle qui est là aujourd'hui, puisqu'elle n'a connu qu'une première défaite la dernière fois en Ligue des Champions, donc toute compétition confondue. Donc je pense que c'est un match qui va être très bien joué, disputé. Et là, quelque chose me dit que le Borussia Dortmund est favori sur ce match par rapport à ce qu'il fait. Mais attention, sur les 10 journées disputées en championnat, le Borussia a toujours encaissé. Donc, ça veut dire que là, ça va être un peu compliqué, mais ça reste un classico. Et les classicos sont toujours, on va dire, intéressants à voir. Ah oui, de toute façon, on va également assister, Fifi, à un duel de buteurs. Paco Alcacer face à Robert Lewandowski. Oui, bien sûr, Lewandowski, comme il sait très bien le faire. Il a marqué un doublé cette semaine en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, comme il sait très bien le faire. Et puis Alcacer, qu'on découvre véritablement cette saison en Bundesliga, ça va être chaud. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un classico. Mais j'ai vraiment peur pour le Bayern parce que depuis oui, j'ai un petit peur pour le Bayern parce que depuis le début de la saison, ce que le Bayern montre me fait peur dans cette rencontre-là. Dortmund est très très en forme depuis l'arrivée de Favre. Il va vouloir. Dortmund est vaincu, en championnat. Justement, il va vouloir creuser l'écart. Donc ça s'annonce difficile pour le Bayern. Maintenant, Bayern peut bien faire valoir son expérience de ce genre de rencontre. Pour passer. Romero, votre mot là-dessus? Oui, on voit un Bayern à double visage cette saison. Mais ça pourrait être un point positif pour les Bavarois pour une première fois. Ça fait plusieurs années que le Bayern ne joue pas dans la peau de favori. Et là, je vois que ça peut être également une pression supplémentaire pour le Borussia Dortmund parce que l'équipe perd ce match et se voit réduire l'écart à une unité seulement. C'est un match assez compliqué pour les Borussiens et également pour les Bavarois.
Maintenant, quand on voit la forme actuelle du Borussia Dortmund, on se dit que voilà, c'est une équipe capable de tenir tête au Bayern Munich. Mais quand on parle de l'expérience du côté des Bavarois, donc un classico, il faut tout dedans. Peut-être que le Bayern va sortir peut-être sa dernière carte et planter ne serait-ce que 2 buts au Borussia et puis voilà, remplir le match. On espère qu'il n'y aura pas un joueur qui va se planter le pied dans le gazon et se voir accorder un penalty. Oui, la suite, ça commence ce soir avec le match entre Hannover 96 et Wolfsburg. Oui. Demain, il y a Werder Mönchengladbach, Nuremberg, Stuttgart, Hoffenheim, Augsbourg. Düsseldorf reçoit Hertha Berlin, peut-être pour arrêter l'hémorragie, parce qu'il y a 7 défaites de rang. Ce n'est pas bien pour ce club-là. Fribourg joue contre Mayence. Et puis dimanche, on aura le match entre Leipzig et le Bayer Leverkusen. L'Eintracht Francfort reçoit Schalke 04. Voilà qui est dit pour la Bundesliga. On va dans le pays où le football rime avec du ketchup. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. La 12e journée de la Serie A italienne avec Frosinone et Fiorentina à partir de ce soir du côté du Calcio Torino, Parme, Spal Ferrara qui joue contre Cagliari. Naples est en déplacement au Genoa. L'AS Rome accueille la Sampdoria de Gênes. Sassuolo réserve son hospitalité à la Lazio Rome. Et puis le gros choc au niveau de cette Serie A italienne, c'est le Milan ancien de Gonzalo Higuaín qui accueille son ancienne équipe, la Juventus de Cristiano Ronaldo. Fifia Sobavi, comment on se retrouve Higuaín Caïn, donc contre la Juve. Un match particulier pour lui. Ah oui. Un match particulier parce qu'il pense que Cristiano a peut-être chippé sa place. C'est clair, c'est clair. Il va vouloir tout donner dans cette rencontre-là et pourquoi pas inscrire un but, faire mal à la Juve. Seulement la Juve en championnat et en forme. Oui. Et à la faveur des pronostics, et quand vous prenez les dernières confrontations aussi, la Juve est en tête dans cette confrontation-là. Et comme on parlait tout à l'heure du match Dortmund et puis Bayern, on peut se dire que la Juve part totalement favori dans cette rencontre. Mais attention au Milan, c'est qui cette saison est 4e à l'heure où nous parlons. Est mieux placé que la saison dernière, par exemple, dans ce championnat, est 4e, qui revient fort dans ce championnat. Oui. Donc ce sera un match âprement disputé, intéressant à suivre. Et on verra bien ce qui l'emportera. En tout cas, de toutes les façons, c'est un match à suivre à tout prix. Milan AC à San Siro face à la Juventus de Turin. Les Rossoneri face au Bianco Neri. Monaco le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Est-ce que Thierry Henry aura sa première victoire face au Paris Saint-Germain? La question demeure, Fifia Sobavi en Ligue 1 Conforama. C'est la 13e journée. Et on ne dit jamais. Ça peut arriver. Et mais ce sera... Non, ça n'arrivera pas. On est en football, tout est possible. Ça n'arrivera pas. Ce sera extrêmement compliqué pour cette équipe-là qui n'a pratiquement plus rien. On ne voit rien du tout. Il n'y a plus d'âme. Je crois que même psychologiquement, l'équipe n'existe plus. Déjà, il n'y a pas les qualités sur le terrain, mais psychologiquement, l'équipe n'existe plus. Et en face, il y a le Paris Saint-Germain qui veut continuer à battre des records. 13e journée, veut une 13e victoire en 13 journées. Oui. Donc ça complique encore la tâche pour Monaco. À moins que le Paris Saint-Germain se voit déjà... se voit déjà. Il ne peut pas se relâcher quand même. Oui. Dans cette rencontre, dans sa tête avant de se déplacer. Mais je ne crois pas que les hommes de Tourelle. Ils vont assumer leur rôle. Ils vont assumer leur rôle. Et ça va compliquer encore la tâche pour Monaco. Et on sait très bien que le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain a pour nom Montpellier. Oui, justement. C'est ça? Oui, c'est Montpellier qui a délogé Lille parce que Lille a perdu face au Paris Saint-Germain le week-end dernier. Voilà. Montpellier sera en déplacement à Angers. D'accord. Et bon, là, Montpellier peut passer. Peut faire un résultat, ne serait-ce qu'un nul. Un nul, pourquoi pas. Peut faire un résultat. Et en même temps, Lille
qui va vouloir reprendre également sa place, Oui. reçoit Strasbourg. Et je vous dis que c'est choix pour Lille, hein, D'accord. également parce que Lille, même si Lille a perdu face au Paris Saint-Germain, a montré tout de à fait. de belles 2 buts choses. à 1. Oui, de belles choses au Parc des Princes. Hein. Tout à fait. Je crois que c'est le meilleur résultat. C'est pas donné à tout le monde. Hein. D'un club. Après Marseille. Elle est bonne cette équipe-là. Lille va vouloir reprendre sa place et Lille a les ingrédients pour reprendre sa place de deuxième dans sa rencontre. Des nouvelles de Toulouse? Oui, Le Toulouse. match de Séville? Toulouse à la maison reçoit Amiens. Ah, ça c'est bien. Est-ce que Toulouse va pouvoir s'en Ça sortir? devrait le faire. Parce que même face, entre parenthèses, au club petit, Oui, c'est Toulouse, compliqué. pour Mais Gradel et de Séville doivent faire le travail. on Ils espère peuvent le pour eux faire. à domicile, c'est une belle occasion pour pouvoir se refaire une santé. D'accord. Et on espère qu'ils vont le faire. Et on parlait tout à l'heure de Lyon également, Oui. Lyon qui se déplace à Guingamp. D'accord. Guingamp sans Camboiré, Oui, qui a été qui a limogé. été limogé. Souvent quand on limoge des clubs comme ça, qui est un autre qui est là, ça galvanise un peu La thérapie de choc. la thérapie de choc, même si on ne voit pas ça du côté de Monaco. Et ça peut permettre à Guingamp de pouvoir espérer que les choses ne soient compliquées face à Lyon. D'accord. Et il y a Nîmes qui joue Saint-Etienne, Nîmes qui joue Nice, et Saint-Etienne qui reçoit Reims. Dimanche, Bordeaux reçoit Caen, Oui. Marseille-Dijon. Marseille-Dijon. Il peut se relever, non? Ils peuvent se relever. Pourquoi à pas? domicile. Et Rudy Garcia qui dit que cette fois-ci, il va falloir jouer le podium en fin de saison pour avoir un ticket en Ligue des Champions. C'est possible, Pourquoi parce pas? que des clubs comme Lille et Montpellier, on les attend dans la durée. Oui. C'est vrai qu'ils sont en train de faire forte impression, mais il faut que ça dure. Oui. Et ce sera peut-être compliqué pour eux quand, au fil des journées. Et Marseille, habitué à être dans la durée, peut en profiter. Et il faut se ressaisir rapidement du côté de Marseille. Et ça passe par le match face à Dijon. Ce dimanche. Ah, voilà. Et le dernier match, c'est Rennes. Rennes, Nantes également qui est en superbe forme avec Emiliano Sala, les Rongiers et autres sous la coupole d'un certain Vaïd Alilozic. Voilà en ce qui concerne la Ligue Conforama. Mille merci Sa Majesté Fifi Assogbavi. On va terminer cette émission avec cet hommage-là. On va revenir sûrement là-dessus déjà lundi. Didier Drogba qui a disputé son dernier match de sa carrière à 40 ans. Franck Nunyama. C'est une fierté pour le continent africain. Quel grand joueur, ce Didier Drogba. C'est un énorme joueur, oui. C'est un exemple à suivre pour les jeunes qui viennent. Je pense qu'il a fait une carrière pleine. L'homme en lui-même en tant que joueur et sur le plan social, rien à dire. C'est un grand joueur, un grand monsieur. Roméo? On ne peut pas finir de qualifier Didier Drogba. Il est tout ce qu'il est. Je crois que c'est une référence en Afrique. Et vivement que les jeunes arrivent à suivre, bien marcher dans les sillons tracés par Didier Drogba. Puis on dira bon repos à Didier. Peut-être il sera aussi entraîneur. Pourquoi pas. C'est également la mode ces derniers temps. De toute façon, redonner ce qu'on a quand même reçu ou acquis comme expérience. Et l'on s'achemine vers la fin de cette émission, chers spécialistes. Fifi Assogbavi, quelques salutations à des inconditionnels. Non, je savais tout simplement sur tout ce qui nous ont suivi. Je vois que vous avez certes un gros cahier, mais pas de liste. Hein. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre chaque lundi. Franck Nunyama. Donc bonjour aux inconditionnels de cette émission. Excellent début de week-end. Roméo Yetor. Bon anniversaire par anticipation à One Love, le Barcelonais. Ah d'accord. Une bougie de plus demain. Demain samedi. Joyeux anniversaire également à Takora Ladawele. Ah d'accord. Ah, oui, c'est un épervier. Bien sûr. Oui, bon courage à vous et surtout le 18 novembre on vous attend. Faut gagner. C'est ça l'essentiel. C'est l'essentiel. On salue également Ortega, Bolanini, Emmanuel, donc Yvette Clousset, l'honorable Akoda également, Dagan de Madrid. Bonjour au passage à Ezekiel Laïataï et à Aramel Waba qui nous a posé un gros lapin. Oui, et l'homme à devant, merci pour la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci également à Gidas Caboret. Très beau week-end sportif à toutes et à tous. On se retrouve lundi.